Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, nous allons parler aujourd'hui, nous allons faire une lecture d'articles, nous allons parler du camarade Lénine, ou plutôt du léninisme, et de la nécessité du léninisme au XXIe siècle. Alors, la nécessité du léninisme, évidemment, avec ses points forts, ses limites en termes d'adaptation contextuelle, de c'est la façon dont on peut adapter au XXIe siècle la pensée de Lénine, comment on peut enrichir la pensée de Lénine, comment on peut être fidèle aux grandes lignes les plus essentielles de la pensée de Lénine sans tomber dans le dogmatisme, et comment, on, comment, comment combattre le capitalisme grâce à la pensée du camarade Lénine. Donc on va lire d'abord l'article en question, c'est un article qui a été publié sur le site, le média Grand Soir, le Grand Soir, pardon, le 15 février 2025, donc assez récemment, cet article, mois dernier, mais assez récemment quand même, et qui a été écrit par un certain Raphaël de la JRCF, donc la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Donc voilà, c'est un article qui date du 15 février 2025 et qui s'intitule « Défendre le léninisme au XXIe siècle ». Donc on va commencer la lecture. Au XXIe siècle, nous vivons dans une situation de plus en plus tendue, exacerbée par la chute de la majeure partie du camp socialiste à la fin du XXe siècle. Tout d'abord, la situation internationale se détériore. L'impérialisme états-unien, devenu hégémonique après la Seconde Guerre mondiale, est élevé au rang d'hyperpuissance après l'effondrement du bloc socialiste, poursuit sa politique agressive avec peu de résistance en face de lui. Il met le monde à feu et à sang, notamment au Moyen-Orient, s'accapare de nouveaux marchés et impose son hégémonie culturelle. À partir des années 2010, certains pays en développement se sont unis au sein de la structure instable mais multipolaire des BRICS afin de contester cette domination qui entrave la souveraineté des nations, cherchant à suivre leur propre voie de développement. Face à cette remise en question de leur hégémonie, les États-Unis et leur bloc euro-atlantique encouragent désormais des conflits contre la Russie, la Biélorussie, l'Iran, la Chine et la RPDC. En parenthèse, la RPDC, donc c'est la République populaire démocratique de Corée. C'est la Corée du Nord. Bon. On peut enlever démocratique peut-être, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Désormais des conflits contre la Russie, la Biélorussie, l'Iran, la Chine et la RPDC, formant ainsi un vaste front mondial. À cela s'ajoute le soutien occidental au régime de Netanyahou, qualifié de criminel de guerre dans les massacres perpétrés contre les civils sans défense à Gaza. En nous recentrant sur la situation intérieure de la France, nous constatons une dégradation continue des conditions de vie du prolétariat. La bourgeoisie impérialiste, représentée actuellement par Emmanuel Macron, poursuit, sous l'impulsion de l'Union européenne capitaliste supranationale et du MEDEF, la destruction des acquis sociaux issus de la libération, largement obtenus grâce à la résistance communiste. La privatisation des services publics s'intensifie, jetant de nombreux travailleurs dans la précarité. Le chômage et l'exclusion sociale, tandis que l'inflation accentue la paupérisation des classes populaires. Parallèlement, la répression politique contre les mouvements sociaux se durcit. Dans ce contexte, la jeunesse est la première victime. Confrontée à un avenir incertain, elle subit une militarisation croissante, un chômage endémique et des conditions d'études de plus en plus précaires, notamment pour les étudiants salariés. Face à cette situation, il est plus que jamais nécessaire de défendre le marxisme-léninisme. Cette doctrine scientifique, élaborée par Marx, Engels et développée par Lénine, permet de comprendre les lois historiques et les contradictions qui régissent l'évolution des modes de production. Le capitalisme, arrivé à son stade impérialiste à la fin du XIXe siècle,
obéit à des dynamiques que le léninisme a précisément analysées. Dans cet article, nous examinerons les caractéristiques principales du léninisme et la manière dont il peut être adapté à la situation actuelle. Lénine et l'analyse de l'impérialisme. Le léninisme constitue le développement du marxisme dans le contexte du passage du capitalisme de libre concurrence au capitalisme monopoliste et impérialiste. Ce saut qualitatif historique a modifié les rapports de force et les stratégies possibles pour le prolétariat international. Dans son ouvrage « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme » 1916, Lénine a démontré que l'essor du machinisme et de la grande industrie conduisait inéluctablement à la concentration du capital et à l'émergence des monopoles. En effet, la libre concurrence tend à éliminer les entreprises les plus faibles en raison de la baisse tendancielle du taux de profit, entraînant ainsi la domination de certaines branches industrielles par quelques entreprises. Ce phénomène touche également le secteur bancaire, où la concentration du capital favorise la fusion entre le capital bancaire et industriel, donnant naissance à un capital financier puissant. Lénine met en évidence que pour contrer la baisse tendancielle du taux de profit, les monopoles exportent leurs capitaux vers des pays économiquement plus faibles, où les ressources naturelles et la main-d'œuvre sont moins coûteuses. Ce processus transforme les nations impérialistes en véritables parasites économiques, vivant de l'exploitation des pays dominés, dont ils pillent les matières premières et exploitent les travailleurs. Cette domination leur permet également de corrompre une fraction du prolétariat, notamment les ouvriers les plus qualifiés et les dirigeants syndicaux, les moins combatifs et les plus enclins à ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue social, afin de s'assurer leur soutien, leur neutralité ou tout du moins leur inaction. L'impérialisme, selon Lénine, est donc une réaction sur toute la ligne. Il ne s'agit plus du capitalisme progressiste de l'époque de Marx, qui brisait les structures féodales et stimulait le développement des forces productives, mais d'un capitalisme décadent et parasitaire, fondé sur l'exploitation mondiale et la concurrence inter-impérialiste pour le repartage des marchés. Dans Sur l'infantilisme de gauche et les idées petite bourgeoise, Lénine qualifiait néanmoins le capitalisme monopoliste d'État d'antichambre du socialisme, car il socialise déjà en pratique la production, ce qui facilite par la suite sa mise sous contrôle par le prolétariat, une fois le pouvoir conquis. Lénine et la question de l'organisation révolutionnaire. Lénine a également approfondi la question de l'organisation politique du prolétariat. Il a tiré les leçons des expériences du mouvement ouvrier du XIXe siècle, pour démontrer que la victoire révolutionnaire exige un parti politique centralisé, discipliné et ancré dans les masses. Ce parti d'avant-garde doit être structuré selon le principe du centralisme démocratique, qui repose sur la liberté de discussion et l'unité d'action. Ce parti d'avant-garde doit être structuré selon le principe du centralisme démocratique, qui repose sur la liberté de discussion et l'unité d'action. Ce mode d'organisation permet à la fois un débat interne démocratique et une cohésion indispensable à l'efficacité de la lutte. Ce mode d'organisation permet à la fois un débat interne démocratique et une cohésion indispensable à l'efficacité de la lutte. Lénine a mené une lutte sur deux fronts au sein du mouvement communiste, contre les tendances opportunistes droitières, qui révisaient les fondements du marxisme, et contre les tendances gauchistes, dogmatiques et sectaires. Les opportunistes remettaient en cause la nécessité de la dictature du prolétariat, prônant une transition pacifique vers le socialisme par le biais des institutions bourgeoises. Lénine a dénoncé cette illusion dans la révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, soulignant que l'État est un instrument de domination de classe et que la bourgeoisie ne cédera jamais volontairement son pouvoir. A l'inverse, les gauchistes rejetaient toute forme de compromis et prônaient une radicalité déconnectée des réalités concrètes. C'est le cas notamment de la question des libérations nationales. Dans un pays dominé par l'impérialisme, la contradiction principale se situe entre la bourgeoisie comprador, alliée à l'impérialisme, et les masses populaires, qui désirent un développement économique indépendant. La bourgeoisie nationale cherchant à renverser la bourgeoisie comprador et le prolétariat, qui veut un développement autonome, marche donc objectivement, fût-ce un temps, dans le même sens contre l'impérialisme. La bourgeoisie nationale cherchant à renverser la bourgeoisie comprador et le prolétariat, qui veut un développement autonome, marche donc objectivement, fût-ce un temps,
dans le même sens contre l'impérialisme. Lénine les a critiqués dans la maladie infantile du communisme, démontrant que le refus gauchisant et radical de participer aux élections bourgeoises et surtout de conclure des alliances tactiques, électorales mais surtout de classe, les condamnait à l'isolement et à l'impuissance. Il a ainsi souligné que le marxisme en politique est un art du compromis adapté aux conditions concrètes de la lutte des classes. Pourquoi défendre le léninisme aujourd'hui ? À la lumière de ces éléments, il apparaît clairement que le léninisme conserve toute sa pertinence au XXIe siècle. Contrairement au discours dominant qui le qualifie de doctrine dépassée ou dogmatique, nous démontrons qu'il constitue une approche scientifique et dialectique permettant de comprendre les dynamiques économiques, politiques et sociales à l'œuvre dans le capitalisme contemporain. Lénine a démontré que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, marqué par la concentration du capital, la domination des monopoles et l'exportation des capitaux vers les pays dominés. Aujourd'hui, ce schéma est toujours d'actualité. Les multinationales et les grandes institutions financières occidentales continuent de piller les ressources du Sud global, d'exploiter une main-d'œuvre bon marché et de maintenir des structures néocoloniales pour préserver leurs profits. L'hégémonie des États-Unis, appuyée par ses vassaux de l'UE et de l'OTAN, illustre cette continuité, notamment par ses interventions militaires, son chantage économique et sa guerre idéologique contre les pays qui osent remettre en cause son ordre mondial. En ce qui concerne notre pays, la bourgeoisie impérialiste et son État, largement dominée et vassalisée dans le cadre de l'UE-OTAN, voire totalement abandonnée à l'euro-atlantisme, et ce jusqu'à y sacrifier la France, ce qui devrait inviter tout marxiste-léniniste conséquent à considérer sérieusement l'absolue nécessité dynamique de prendre à bras-le-corps en communiste en progressiste et en antifasciste la question de la libération nationale de la France, comme question désormais intimement liée à celle de la construction du socialisme. Continue de mener au service de ces structures capitalistes et supranationales une offensive contre les droits des travailleurs et les conquis sociaux, sapant toujours davantage les conditions de vie du peuple travailleur en renforçant les politiques répressives. La précarisation des travailleurs, la privatisation des services publics, la montée de l'autoritarisme, le démantèlement des protections sociales, du produire en France industriel, agricole et halieutique, démontrent que l'État bourgeois reste un instrument de domination de classe. Quand bien même cette classe étouffe dans les frontières de cet État, il y a besoin d'air. Dixit le célèbre manifeste du MEDEF, confirmant ainsi l'analyse marxiste-léniniste de l'État comme appareil de coercition au service du capital. Face à cette situation, quelle doit être notre réponse ? Certainement pas celle des sociodémocrates et des réformistes qui, depuis plus d'un siècle, n'ont cessé de trahir les intérêts du prolétariat en capitulant devant la bourgeoisie. Certainement pas celle des sociodémocrates et des réformistes qui, depuis plus d'un siècle, n'ont cessé de trahir les intérêts du prolétariat en capitulant devant la bourgeoisie. L'histoire a montré que les stratégies électoralistes qui prétendent amener le socialisme par des réformes, dans le cadre des institutions bourgeoises, conduisent inévitablement à des échecs et à des reculs. Le cas tragique de Salvador Allende au Chili en est une preuve éclatante, tout comme les renoncements successifs des gouvernements sociaux-démocrates en Europe. Le cas tragique de Salvador Allende au Chili en est une preuve éclatante, tout comme les renoncements successifs des gouvernements sociaux-démocrates en Europe. Le marxisme-léninisme nous enseigne que seule une lutte révolutionnaire organisée, structurée autour d'un parti d'avant-garde Le marxisme-léninisme nous enseigne que seule une lutte révolutionnaire organisée, structurée autour d'un parti d'avant-garde ancré dans les masses, peut permettre au prolétariat de renverser la domination bourgeoise et d'instaurer la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le pouvoir des travailleurs sur la société. Cette perspective nécessite de s'adapter aux conditions contemporaines sans tomber dans les travers du dogmatisme ou du spontanéisme.
Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement les schémas du passé, mais d'appliquer les principes léninistes aux nouvelles réalités, en prenant en compte les formes modernes du capitalisme et de la lutte des classes. Loin d'être une idéologie figée, le léninisme est un outil vivant, une boussole pour l'action qui nous permet de comprendre et de transformer le monde. La crise du capitalisme mondial, menaçant même aujourd'hui l'humanité d'une phase exterministe, par les provocations guerrières de l'UE-OTAN contre le monde ou par la destruction de notre environnement. L'intensification des contradictions de classe et la montée des luttes populaires nous rappellent que la révolution est non seulement nécessaire mais surtout vitale. C'est donc à nous, marxistes-léninistes, de nous organiser, d'unir les travailleurs et d'œuvrer à la construction d'un véritable mouvement révolutionnaire capable de renverser ce système. Plus que jamais, défendre le léninisme, c'est défendre l'avenir de l'humanité. Afin d'approfondir le sujet, nous ne pouvons que conseiller la lecture du nouveau défi léniniste du philosophe et membre du secrétariat national du PRCF, Georges Gastaut, ainsi que les différentes vidéos réalisées par ses soins ces dernières années à visionner sur les chaînes YouTube du PRCF et des cafés marxistes. Le nouveau défi léniniste, qu'est-ce que le léninisme? Se défendre avec Lénine, déconfinons le léninisme. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, de ce petit texte? Alors, j'aurais des éléments sur lesquels je suis entièrement d'accord et sur lesquels je suis beaucoup plus critique. Effectivement, il faut toujours lutter contre les dérives gauchistes et les dérives droitières dans un parti communiste. Le déviationnisme gauchiste et le déviationnisme droitier sont à combattre. Ça, on est d'accord. Donc ça, c'est un point. La lutte contre le gauchisme et l'opportunisme, ça, on est entièrement d'accord. Point fondamental du léninisme. La lutte contre les dérives gauchistes et droitières. Donc les dérives gauchistes, c'est ceux des gens qui sont pas... C'est les gens qui jouent à la radicalité de gauche de façon stérile jusqu'à en être irréaliste. Et les opportunistes, c'est ceux qui multiplient en compromis sur compromis, électoralisme bidon sur électoralisme bidon, finissent par non pas défendre la lutte des classes, mais la lutte des places, si on peut dire. Et en fait, au final, trahir complètement le prolétariat. Donc ça, on sera d'accord là-dessus. Le parti, autre point essentiel, le parti communiste. Le parti communiste doit être un parti communiste d'avant-garde. Il aurait fallu peut-être expliquer davantage ce qu'est l'avant-garde. Alors, on a expliqué que l'avant-garde était organisée selon le principe du centralisme démocratique, donc liberté d'expression, unité dans l'action. Ça, c'est un grand principe du léninisme. Voilà, on discute parfaitement entre nous, mais à l'extérieur, on doit une ligne cohérente qui est la ligne du parti, parce qu'on ne peut pas se permettre de sortir sans arrêt. Oui, mais en petit individuel, non. Le parti, il a pris une décision et basta. Et c'est la majorité qui a raison. C'est ça le centralisme démocratique. C'est pas les petites fractions, les petites tendances, les petits courants qui ont raison. Il y a un droit de tendance ou un droit de courant, mais les fractions, non. Les fractions, ça dégage parce qu'on a une seule voix pour le parti, on a un seul journal. Voilà. C'est la ligne du parti. Il n'y a pas plein de journaux. Il n'y a pas plein de journaux il n'y a pas plusieurs journaux pour un même parti. Il y a un journal pour le parti. Ça, c'est le centralisme démocratique. Hein. Et par ailleurs, l'avant-garde, c'est quelque part, c'est le moins vaut mieux, moins vaut moins, mais enfin mieux vaut moins, mais mieux. Enfin, je suis plus sûr d'avoir la bonne situation, mais mieux vaut moins, mais mieux. Enfin. Mieux vaut moins, mais mieux. Eh bien, mieux vaut moins, mais mieux. Ah, ça, c'est une citation de Lénine. Bon, c'est peut-être pas lié à ce contexte, mais c'est beaucoup plus lié à la formation des camarades dans l'appareil d'État. Mais, eh bien, mais cette citation
euh, elle peut, mieux vaut moins, mais mieux, peut davantage expliquer, enfin, que Lénine a employé pour l'appareil d'État en 1923, euh, eh bien, elle peut très bien expliquer la conception que nous avons aussi du parti. C'est-à-dire que le parti, la fonction du parti, ça ne doit pas être recruter des militants, des électeurs, bêtement vouloir accumuler des militants et des électeurs. Notre but, c'est pas de recruter des militants pour recruter des militants. J'explique. C'est bien de recruter des militants, mais encore faut-il les former et avoir des militants qui aient une ligne idéologique correcte, en fait. On ne peut pas, dans un parti communiste, avoir des gens qui sont anticommunistes ou qui sont gauchistes parce qu'ils sont gauchistes ou parce qu'ils sont opportunistes, si vous voulez. On ne peut pas avoir des gens qui sont... on peut pas avoir des gens qui, en fait, ont leur ligne, c'est le PS, vous voyez. On ne peut pas avoir des gens, par exemple, qui sont européistes, qui sont pour l'Europe, alors que c'est une zone de libre-échange. On ne peut pas avoir des gens qui soient pro-libre-échange. Tout comme on ne peut pas avoir des anards qui veulent l'abolition de l'État et l'abolition des frontières dans un parti qui prétend défendre les travailleurs. C'est ridicule. Sans État, les services publics, voilà, enfin, vous comprenez qu'ils se font bien éclater la gueule, les services publics sans État. Pareil, sans frontières, vous comprenez bien que les capitaux circulent librement. Ce qui n'est pas vraiment le but d'un parti communiste, en fait, de faire circuler librement les capitaux pour enrichir pour servir l'intérêt des patrons et mettre les travailleurs en concurrence. Mais voilà, on doit avoir des gens qui aient une ligne idéologique correcte. Par exemple, mieux vaut pas avoir des islamistes qui te disent qu'ils veulent lapider les femmes. Mieux vaut pas avoir des mecs qui veulent qui veulent une telle libéralisation, tout n'importe quoi dans un domaine économique ou autre qui justifie tout par la liberté individuelle, parce qu'en fait ils ouvrent de nouveaux marchés en fait. Euh, Même s'ils te disent qu'ils sont pour le socialisme, mais des gens qui sont tellement obsédés par la liberté individuelle. Je ne parle pas de la liberté individuelle au sens de liberté d'expression, liberté de conscience, liberté politique. Je parle de gens qui veulent tout, qui sont dans l'excès anarchisant, voilà, ou quasi anarchisant, et qui veulent tellement par exemple, des mœurs très libres, qu'ils ne se posent pas la question de savoir si ces choses-là vont ouvrir de nouveaux marchés pour le capitalisme ou flinguer la santé de leurs concitoyens. Des gens qui voudront la libéralisation totale de la drogue, de tout un tas de mesures autodestructrices pour les gens, mais qui ne vont pas se poser la souci de la santé publique, et qui, ces gens-là, et qui ouvrent de nouveaux marchés, à tous ces gens-là qui font n'importe quoi aujourd'hui à gauche, ça ne forme pas une avant-garde. Hein, une avant-garde, c'est des gens qui ont une ligne correcte et qu'on forme idéologiquement, politiquement, théoriquement. On leur apprend, on leur fait lire du Lénine, on leur fait lire du Marx, on leur fait lire des grands classiques du marxisme, du socialisme en général, on leur fait lire du Jaurès, on leur fait lire du De Leon, du Gramsci, tout ce que vous voulez. On peut même leur faire lire des auteurs qui ne sont pas forcément de notre bord politique, hein, ou des historiens, ou différents auteurs, mais on les dote d'une culture politique, d'une culture intellectuelle, philosophique, historique, on peut dire géographique, juridique, économique, tout ce que vous voulez, une riche culture générale et politique qui leur permettent de défendre les intérêts du prolétariat. Parce que pour le camarade Lénine, sans théorie de révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Ça, faut bien le comprendre. Il ne faut pas avoir des gauchistes qui jouent à l'agitation, hein, parce que quand on est communiste, quand on est sérieusement communiste, on sait très bien que la transgression et la subversion, c'est pas la même chose. On refuse la transgression des provocations gratuites qui ne servent à rien politiquement, qui n'amènent rien d'intéressant. Et par contre, on est pour la subversion, on est pour changer le système, on est pour renverser le capitalisme. Donc voilà, et il y a l'analyse de l'impérialisme. Alors l'analyse de l'impérialisme, on va dire qu'elle date un peu du 19e et du 20e. Du 19e, 20e. Enfin,
ce sont des phénomènes qui sont liés à un contexte qui est en partie passé. Alors je dis bien en partie passé. Je veux dire, on n'a plus de colonies comme on avait à la France, l'Angleterre, etc. n'ont pas plus des colonies comme il y en avait au 19e ou au 20e siècle. Mais il y a le néocolonialisme, effectivement. Il y a le néocolonialisme, il y a la France-Afrique, Total, ce genre de choses. Il y a aussi les Américains, et il y a une nouvelle forme d'impérialisme quelque part, qui est la vassalisation des pays européens aux États-Unis par le biais de l'UE et de l'OTAN. Ça peut être ajouté dans un renouvellement de l'analyse de l'impérialisme. Effectivement, comme le dit le camarade dans l'article, il faut renouveler l'analyse du léninisme. C'est pas une doctrine figée. Ça ne devrait pas être une doctrine figée. Malheureusement, chez certains, par exemple chez les Mao, qui sont anti-révisionnistes, ou même chez certains autres vous avez, quoique les autres sont moins pires que les Mao, c'est beaucoup plus construit et intelligent le raisonnement d'un autre que celui d'un maoïste en général. En général, vous discutez avec un autre vous avez un raisonnement beaucoup plus construit, moins gauchiste, beaucoup plus actuel, beaucoup plus logique que si vous avez un Mao à la con. Vous pouvez avoir des Mao intelligents, mais souvent vous avez de la dérive gauchiste mélangée avec une vision, on va dire, stalino-dogmatique, de gens qui sont des pires caricatures de staliniens, mais en même temps des pires caricatures d'anards chez les Mao. Et ce qui est dommage, c'est que le léninisme ait pu donner ça. Alors pourquoi ? Parce que le problème, c'est l'accusation de révisionnisme à tout bout de champ. Moi, il y a des gens qui me traitent de révisionniste et il y en a d'autres qui me qualifient de marxiste-léniniste dogmatique. Il faudrait savoir. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand notre camarade ici présent dans l'article nous parlait de l'État bourgeois, de l'appareil de l'État comme l'appareil d'État, comme l'État comme appareil d'État, comme outil de répression de classe, moi j'ai une lecture de l'État qui est tout à fait différente de celle du marxisme orthodoxe, si vous voulez, de la vision marxiste orthodoxe. Moi j'ai une approche marxiste hétérodoxe qui consiste à dire que l'État n'est pas un mal en soi, que c'est pas un fardeau à porter dans la conquête du pouvoir du prolétariat. J'ai tendance à dire que l'État, eh bien, il n'y a pas besoin de s'en passer, qu'il n'y a pas besoin d'espérer une fin de l'État, que d'ailleurs c'est complètement stupide et irréaliste. On aura toujours besoin d'un État. On a toujours besoin d'un État, et c'est même très dangereux de présumer qu'on n'ait plus besoin d'État ou que l'État soit une mauvaise chose. C'est ce qui rend certains marxistes très anarchisants, parce que ces gens-là, ils ont lu L'État et la Révolution de Lénine, et en lisant L'État et la Révolution de Lénine, ils ont oublié le reste. Oui, quand vous disiez que l'État, c'est l'ennemi de la liberté, que tant qu'il y a un État, il n'y a pas de liberté, machin truc, vous avez tous les gauchistes anarchisants qui vous citent Lénine détaché de son contexte et qui se disent, oui, on va utiliser l'État peut-être comme anarchiste à retardement, ou à bas l'État, on n'a retenu que ça. Et vous avez un marxisme qui est corrompu par ce genre de gauchisme. Effectivement, il faut combattre certains éléments du révisionnisme, comme avec la social-démocratie, qui abandonne même jusqu'au socialisme, qui va jusqu'à collaborer avec l'UE et l'OTAN, qui va jusqu'à vendre son propre pays. Vous avez certains sociodémocrates qui osent faire des leçons de patriotisme aux communistes, alors que c'est eux qui ont vendu leur pays. Qu'ils les fassent, ces leçons de patriotisme aux anards, parce que les anards en général négligent l'idée d'État et avec elle l'idée de nation. Souvent ces concepts sont liés. C'est pas la même chose, mais c'est relativement lié dans certains contextes. Mais voilà. On a besoin d'un État et d'une nation pour lutter contre l'impérialisme. Si vous voulez. Et en fait, le fait d'avoir un rapport contrarié à l'État est problématique. Autre élément, quand on critique les élections comme bourgeoises, ça c'est ridicule. Alors je veux bien qu'on ait critiqué Bernstein, mais la transformation révolutionnaire par les élections, ça c'était Jaurès. Si vous voulez, Jaurès,
être ce que certains appellent ce qu'on pourrait appeler un réformiste révolutionnaire. Il parlait aussi d'évolutionnaire révolutionnaire. Quelqu'un qui pense qu'on peut utiliser les institutions républicaines, les institutions démocratiques dans le contexte français pour amener au socialisme. Alors c'est compliqué aujourd'hui, hein, mais voilà. Si vous voulez, il y a deux visions on utilise les élections et on lutte contre le gauchisme anti-électoral. Il y a la vision de Lénine qui dit les élections, on en a besoin comme tribune pour ensuite faire une révolution armée. Il y a la vision de Jaurès qui consiste à dire on a un projet révolutionnaire, mais on va utiliser les élections pour ce projet révolutionnaire. Et vous savez que Lénine est un pragmatique. Donc il parlait aussi dans un contexte qui était russe, dans un contexte national russe où le rapport à la violence n'est pas tout à fait le même qu'en France au XXIe siècle. Quant à Jaurès, lui, il était dans la continuité de la Révolution française et qu'il voyait une continuité de principes moraux entre République et socialisme. Et aujourd'hui, dans le contexte français, qui veut mourir pour la Révolution? Dans la plupart des gens, du peuple. Je vous le dis franchement. C'est ça le problème avec un certain dogmatisme de certains ML, c'est de dire vive la Révolution, à bas les élections. Ça, c'est complètement stupide. De refuser les élections. Il y a des gens qui finissent par refuser les élections par principe. C'est pas ce que disait Lénine d'ailleurs, qui était pour une approche de on va utiliser les élections comme tribune. Mais en fait, la question de savoir si on fait une résurrection armée ou si on utilise les institutions pour arriver au pouvoir dépend pas mal du contexte. Donc, c'est un contexte où démocratiquement on peut prendre le pouvoir, allons-y. Ça nous évitera des bains de sang inutiles. Et moralement, c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas une guerre civile pour construire le socialisme. Je préfère le faire relativement proprement, si possible. Ensuite, si cela se produit, une guerre civile, c'est vraiment qu'il n'y a pas le choix. Qu'il n'y a pas le choix, qu'il y ait une tyrannie, qu'il y ait une tyrannie et qu'il s'agit de renverser une tyrannie. Ou une quasi-tyrannie. Bon, l'Union européenne peut être considérée comme une tyrannie, mais c'est une tyrannie qui s'exerce de l'extérieur. Il y a un art du compromis, comme le disait Lénine, et il faut essayer de savoir pour qui on vote aussi. Il y a des gauchistes qui pensent qu'ils vont voter pour LFI et que tout va s'arranger, machin truc, avec Mélenchon. Enfin, que les choses vont s'améliorer un petit peu socialement avec Mélenchon. Pas tout va s'améliorer, mais que Mélenchon serait une plateforme pour quelque chose de plus radical. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le RN, comme LFI, ils ont un point commun, tous les deux, c'est qu'ils sont l'aile gauche pour l'un et l'aile droite pour l'autre de la Macronie. Ils ont un point commun, c'est d'être des auxiliaires de Macron. Et de son truc, La République En Marche et compagnie, ou Ensemble, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et que la solution serait peut-être de voter, si on veut, tant qu'à voter utile, pour des candidats comme Kuzmanovic, premier choix, ou deuxième choix, comme pour Asselineau, enfin, premier choix, deuxième choix, à vous de voir. Moi, je me suis dit que partant de la gauche, Kuzmanovic pouvait être une bonne plateforme pour nos idées. Et peut-être pour une reconstruction du socialisme, rentrer aux républiques souveraines pourrait être intéressant sur l'aspect jaurésien. Voilà. Oui, je voudrais développer une chose. Moi, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'étais critique sur 3 points vis-à-vis du marxisme-léninisme. Premier point, je ne crois pas à la théorie du dépérissement de l'État. Je pense que c'est une grave erreur de Marx que d'identifier la finalité communiste au dépérissement de l'État, alors que la finalité communiste, c'est la fin des classes sociales, non pas par la fin de l'État, mais par la fin du capitalisme. Parce que justement, le capitalisme, c'est le capitalisme qui produit, c'est la propriété privée lucrative qui produit les classes sociales. Voilà. Et donc le capitalisme. Donc voilà, que je suis pas pour le parti unique, évidemment. Donc pour ceux qui voudraient m'accuser de stalinisme, je vous invite à lutter contre un stalino-jaurésien, quelqu'un qui veut le pluripartisme, parce que moi j'envisage le socialisme, le communisme,
comme l'extension de la démocratie du champ des institutions politiques jusque dans le champ de la vie économique et sociale, dans le monde du travail. Du travail, mais aussi de la vie de la consommation aussi, parce qu'il y a aussi les droits des consommateurs et tout un tas de choses aussi qui peuvent être adaptées à notre XXIe siècle sur les rapports production-consommation, production et la consommation. Voilà, je crois pas, je suis contre l'idée d'un parti unique dirigeant l'État ou dirigeant la société. Je considère qu'il doit y avoir une alternance démocratique pour éviter une surconcentration du pouvoir entre les mains d'un parti politique qui finalement créerait une oligarchie et donc ne défendrait pas l'idée d'une démocratie économique puisqu'il se serait privé de la démocratie politique. Et troisième point, je suis contre le finalisme historique hegelien et je défends plutôt une vision brodelienne de l'histoire, une vision holistique, une vision qui ne considère pas une finalité à l'histoire, mais qui a plutôt une approche holistique de l'histoire, une vision d'ensemble sur un certain nombre de choses. Et ce qui est très intéressant chez Brodel, c'est que dans sa théorie de l'histoire, il y a la question des temporalités, donc celle du temps long, du temps intermédiaire et du temps court. Donc le temps court, c'est l'événementiel. Le temps intermédiaire, ce sont les régimes politiques. Et le temps long, c'est par exemple les cultures et les civilisations, et l'héritage qu'elles transmettent. Fernand Braudel a étudié le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Et donc il a développé sur la base de la géohistoire et des paysages et des espaces géographiques, il a développé une théorie de l'histoire, ce qui permet d'enrichir notre compréhension de l'histoire et de développer une vision renouvelée du marxisme, c'est de changer quelque peu le paradigme en termes d'analyse historique, de ne pas se baser que sur une vision de matérialisme dialectique hegelien, mais de s'enrichir d'une perspective historique brodelienne, donc dépasser le Hegel par Brodel, par Fernand Braudel, et j'ajouterais à la vision, on va dire, matérialiste vulgaire, pour avoir certains marxistes un peu dans l'approche, il n'y a que les phénomènes économiques, rajouter le rôle des idées de la culture. Alors, sans exagérer, en le faisant finement, mais c'est un peu la vision gramscienne des choses sur l'hégémonie culturelle. Il y a une hégémonie culturelle à reprendre au XXIe siècle. On doit prouver que les communistes sont des gens normaux, pas des gauchistes aux cheveux bleus qui veulent mettre les gens dans des goulags, mais des gens qui jouent aux jeux vidéo, qui lisent des livres, qui font des études, qui travaillent, qui jouent au foot, qui aiment bien manger, sortir, voir des amis, aller au cinéma, écouter de la musique. En fait, des gens qui aiment bien vivre comme la plupart des gens, qui vivent au XXIe siècle et non pas au XIXe, ou qui ne sont pas non plus des caricatures de gauchistes du XXIe siècle, qui ne sont pas dans du gauchisme qui consisterait à faire la gauche lifestyle, mais qui sont des gens comme vous et moi, en fait, des gens normaux, avec qui on peut discuter, voilà. Et force est de constater que quand on a la théorie du dépérissement de l'État, des trucs plus ou moins anarchisants, ou complexes aussi, ou trop complexes pour être compréhensibles par le Pékin moyen, les gens s'éloignent du marxisme, en fait. Il faut rendre le marxisme populaire. Alors en ça, il faut le réviser, oui. Ça ferait moi un horrible opportuniste à la Bernstein, ou un jaurésien qui souhaite un socialisme humaniste et démocratique. Parce que Bernstein et Jaurès, c'est pas tout à fait le même personnage. Quoi d'autre? Oui, ce que je disais sur le marxisme-léninisme, il faut éviter de tomber dans le dogmatisme, comme certains le font. Il faut réactualiser évidemment toute une bonne partie de l'analyse léniniste avec le phénomène de la mondialisation, de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, du FMI, de l'OMC, mais aussi du franc CFA, de la France-Afrique. Il y a tout à fait il y a le contexte à donner. Il faut éviter le discours anti-élection bidon, parce que ça ne permet pas la reconquête de l'hégémonie culturelle et de se faire une tribune, en fait. Vous avez des militants qui détestent les élections par principe. Ce qu'il faut, c'est renforcer la formation.
Effectivement, là, il me cite le cas d'El Salvador Allende et il le compare aux sociodémocrates en Europe. Ce sont deux cas tout à fait différents. Allende est un type qui était sincère et qui était renversé par Pinochet, qui lui-même était soutenu par les Américains. Parce que, selon la doctrine Monroe, le continent américain est la chasse gardée des États-Unis. Donc il y a un contexte qui explique la façon dont il s'est fait renverser. Pas à cause des élections, mais à cause des Américains. Et ce serait un gouvernement révolutionnaire aurait pu se faire renverser de la même façon. Quant au gouvernement sociodémocrate en Europe, ce sont des gens qui ont trahi Jaurès, qui ont voté les crédits de guerre en 1914, qui ont trahi le marxisme sur la question nationale. Et c'est pour ça qu'il y a eu une scission ensuite post-Première Guerre mondiale entre socialistes et communistes, parce que les socialistes, c'est ceux qui ont trahi. C'est ceux qui ont trahi Jaurès. Faut le dire franchement, Jaurès, c'était pas un social-démocrate, c'était un communiste. C'était un communiste, entre guillemets, certains diraient réformiste, parce qu'il veut utiliser les élections et les institutions légales pour arriver au pouvoir, mais le projet est bel et bien révolutionnaire. Donc, je remets en question l'idée de notre ami ici présent sur le fait que l'État, c'est essentiellement un outil de répression de classe. Non, alors l'État, entre les mains de la bourgeoisie, c'est un outil de répression de classe. Entre les mains du prolétariat, bon, ça redevient un outil de répression de classe, mais de répression de classe contre la bourgeoisie pour pouvoir se défendre d'une contre-révolution. Oui, après, vous l'entendez comme vous voulez sur le fait qu'il y ait quand même un état de droit sous le socialisme et une défense de certaines libertés publiques à mettre en œuvre. C'est pas une dictature du prolétariat au sens pur et dur de la dictature, au sens où on l'entend au XXIe siècle. Il faut aussi essayer d'expliquer en quoi la dictature du prolétariat est démocratique. Et parler de dictature démocratique du prolétariat et insister sur le pluripartisme. Parce que sinon on fait peur aux masses. Je reviendrai plus tard aux masses. Alors, l'État, ça assure tout un tas d'autres fonctions comme les services publics, les infrastructures, la justice. Et la justice, c'est pas qu'une justice de classe. Il y a une justice de classe dans la société capitaliste, mais dans la société socialiste, la société communiste, il n'y a plus question de justice il n'y a plus gestion de justice de classe, il y a question de justice, d'égalité devant la loi. La différence, c'est que il n'y a plus de classe sous le communisme parce que c'est le processus final où le capitalisme a été définitivement vaincu, enfin du moins sur la planète ou sur un minima dans un premier temps au niveau de la nation. Mais donc je voudrais insister sur ça. Ah oui, je voulais revenir à la question de l'avant-garde et des masses. Un parti d'avant-garde ancré dans les masses. Alors, notre ami ici n'a pas précisé ce qu'étaient des organisations de masse. Il n'a pas oublié de critiquer le parti de masse. Parce qu'il y a, grosso merdo, deux visions qui s'affrontent. La vision qui est le parti d'avant-garde et la vision qui est le parti de masse. Le parti de masse, c'est on va faire un masse de militants, de masse d'électeurs pour arriver au pouvoir. Le parti d'avant-garde, c'est on forme des militants professionnels, on forme des révolutionnaires professionnels, des spécialistes de la révolution pour arriver au pouvoir. Parce qu'on ne veut pas d'avoir du n'importe quoi dans le militantisme. Et en fait, on ne rentre pas dans un parti communiste comme on rentre dans un moulin. Ça exige une formation, ça exige le fait d'avoir des gens qui soient sérieux pour entrer, qu'on les forme, qu'ils aient une ligne correcte, qu'ils disent pas n'importe quoi, qu'ils fassent pas n'importe quoi. Il y a une discipline, une tenue à avoir. Et si on a des militants qui ne sont pas prêts à ça, eh bien, ils ne peuvent pas militer, parce qu'ils risquent de nuire au parti. Quant aux organisations de masse, c'est quelque peu différent. Les organisations de masse, ce sont des organisations auxquelles le parti participe, et le parti doit essayer d'avoir une influence dans ces organisations de masse, mais qui ne sont pas le parti, qui sont ouvertes aux masses, indépendamment d'ailleurs de leur opinion précise sur un sujet ou de leur opinion en général,
l'opinion politique en général, mais qui se centrent sur des objectifs plus ou moins concrets ou parfois théoriques, euh, qui en fait peuvent servir le parti d'avant-garde. Par exemple, tout ce qui est secours populaire, syndicats, euh, organisation de loisirs, organisation caritative, organisation culturelle, organisation de défense des consommateurs. Il peut y avoir des organisations de formation aussi, ou des maisons d'édition. Alors c'est plus intellectuel, plus théorique, et peut-être un peu plus, quelque part, sélectif, intello, mais ça permet de relayer auprès des masses les idées du parti, et le but de ces organisations de masse, c'est de servir de vitrine pour le parti, d'être utilisé par le parti pour ça. Alors c'est pas que ça, parce qu'il y a des missions concrètes qui se font sans forcément chercher l'intérêt politique du parti, mais qui permettent de se mettre en contact avec les gens issus des masses et qui sont quelque part des bassins préparatoires, à la fois pour les gens recrutés par les militants, les gens qu'on est censé recruter comme militants, et à la fois éprouver nos militants à l'exercice pratique du militantisme dans les organisations de masse. C'est-à-dire qu'une personne qui est membre du Parti communiste se doit d'aller à la CGT ou dans n'importe quel syndicat autre. Alors, que ce soit la CGT, on pourrait donner un autre nom. On pourrait même donner FO, même si ça a été fait par des trotskistes pour diviser la CGT. Des trotskistes financés par les Américains pour diviser la CGT. Mais en fait, un communiste va dans les syndicats pour être en contact avec les masses laborieuses et défendre le socialisme par à coup, petit à petit. Et la stratégie communiste, ça consiste à utiliser les organisations de masse pour y défendre les idées socialistes, communistes, et les répandre petit à petit par dose homéopathique sur des sujets spécifiques. La solidarité par rapport au sans-abrisme, à la faim, au fait qu'il y ait des gens qui auront faim dans notre pays, l'aide alimentaire, la soupe populaire. Ça permet de démontrer auprès des masses que le parti ne fait pas que parler, mais qu'il agit aussi, et qu'il agit pour le peuple. Alors il y a des gens qui pourraient se dire que c'est intéressé. Alors, ce qui est intéressé pour un communiste dans le fait d'avoir le pouvoir, c'est que oui, un communiste cherche à arriver au pouvoir, comme n'importe quel autre mouvement politique à peu près constitué. Mais il cherche à arriver au pouvoir pour émanciper le prolétariat. Parce que, en général, un militant communiste, normalement, dans un parti communiste bien constitué, il y a une majorité d'ouvriers qui doivent être membres du parti communiste et être formés aux idées communistes. C'est pour ça qu'il y a l'avant-garde, parce que l'avant-garde, c'est une école qui s'adresse aux masses populaires, aux masses ouvrières et paysannes, et qui essaie de leur transmettre les théories politiques pour leur émancipation. Eh bien, le but, c'est que la classe ouvrière accède au pouvoir. Oui, et de servir la classe ouvrière. On veut le pouvoir pour servir la classe ouvrière, pour qu'il n'y ait plus personne qui, à terme, dorme dans la rue ou qui ait le ventre creux, pour que notre pays soit en paix en tout cas ne participe pas, soit en paix autant que possible et ne participe pas aux guerres impérialistes des États-Unis, par exemple, qu'on ait des services publics qui fonctionnent bien, avec l'instruction, la santé, les transports, le logement, qui soient accessibles à tous, qu'on ne bouffe pas de la merde dans nos assiettes, qu'on essaie d'avoir un contrôle à peu près sur ce qu'il y a dans nos assiettes, qu'on fasse en sorte que les agriculteurs ne crèvent pas de faim alors que c'est eux qui nous nourrissent, qu'on fasse pareil pour les ouvriers, qu'on fasse en sorte qu'ils ne crèvent pas de faim alors que c'est eux qui produisent la plupart des objets qu'on utilise au quotidien et qui nous permettent de vivre comme des gens du XXIe siècle. Voilà. On soutient aussi les petits artisans et les petits commerçants ainsi que les petits paysans. Enfin, certes, on défend la classe ouvrière, mais les catégories populaires en général. Les petits paysans qui se font exploiter par l'agroalimentaire. Et on a aussi tout ce qui est petits artisans et commerçants qui se font écraser par la concurrence. Là, ça rejoint ce que la passage sur l'impérialisme et sur la création de monopoles privés qui, en l'occurrence, à l'ère d'aujourd'hui, deviennent plus puissants que des États, parce qu'on a un effacement des États-nations. Mais voilà, on a besoin, pour résumer ma vision, je m'en suis jamais caché,
Pour moi, il faut prendre les éléments les plus fondamentaux du léninisme que je viens de citer et les mélanger avec une vision jaurésienne. Pour moi, il faut prendre toute la stratégie et l'analyse de classe léniniste et en faire la synthèse avec la vision socialiste républicaine, communiste républicaine si on veut, de Jaurès, qui illustre cette synthèse entre socialisme et république, républicanisme à la française, entre mouvement ouvrier et grande révolution française de 1789 à 1793, jusque vers 1793, qui d'ailleurs a donné des projets radicaux. Pensez que Gracchus Babeuf, il faisait référence à la convention jacobine de 93 lorsqu'il rassemblait ses partisans pour renverser le directoire. Alors, Gracchus Babeuf, c'est vers 1796 qu'il participe à ce qu'on appelle la Conjuration des égaux, qui est la première tentative de révolution prolétarienne qui a lieu en France pendant la Révolution française. Le but, c'est l'abolition de la propriété privée pour rendre les Français égaux. La Conjuration des égaux. C'est pour Marx, c'est l'un des premiers partis communistes réellement agissants. Donc voilà, on ne peut pas oublier ce genre de référence. Et Jaurès nous le montre cette voie-là. On ne peut pas oublier tout le progressisme républicain de défense du suffrage universel, de défense de la démocratie, de défense de la laïcité contre le cléricalisme. Aujourd'hui, c'est moins moins le catholicisme, j'allais dire, ou le christianisme, mais il y a toujours une menace de l'intégrisme religieux chrétien. Mais on a aussi aujourd'hui, en plus, l'intégrisme islamiste. En plus des cathotradis, des étarés, en plus des cathotradis, des cléricaux à l'ancienne, on a les cléricaux nouvelle mode chez les chrétiens évangélistes et chez les islamistes. Donc c'est important de se souvenir du combat pour la laïcité, donc à travers le républicanisme à la française. Et faire la synthèse entre socialisme et république est tout à fait nécessaire. C'est pour ça que je dis à notre ami Raphaël que s'il veut vraiment défendre un léninisme qui n'est pas figé, il doit défendre une synthèse Jaurès-Lénine, en prenant en compte ce que je viens de dire, qui permettent de proposer une alternative crédible au capitalisme. Lénine sur la stratégie et Jaurès sur les valeurs républicaines, sur l'idée du fait que le socialisme, c'est la République jusqu'au bout avec un maximum de démocratie. Voilà. Bon. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Prenez soin de vous, les amis.